Alex et moi avons été séparés des autres pendant 1 an. Qui plus est, cette femme avait été violente et vorace avec nous. On ne l'avait jamais vue, jamais entendu sa voix, ni même voir son visage. Ni même l'entendre ou la voir passer. Alex et moi avons été séparés des autres pendant 1 an. Aujourd'hui, on se retrouve à l'arrière d'une voiture de police. Je n'ai pas confiance au policier qui conduit, car c'était lui dans la forêt. Je ne sais pas qui il est, il ne nous a pas adressé la parole, il ne s'est pas retourné pour nous regarder. Je n'ai pas confiance en lui. Alex non plus, il regarde par la fenêtre et a ses mains sur la banquette froide. Il fait froid, il fait humide, mais en même temps j'ai l'impression qu'il fait sec. Je n'ai pas confiance au policier et Alex non plus. Il regarde par la fenêtre et sur tout le trajet. Il ne m'a pas dit un seul mot. Nous avons été enfermés pendant 1 an dans une maison noire qui renferme les cris des enfants. Cette femme, on n'a jamais vu son visage, ni même entendu un mot. Elle ne nous a jamais adressé la parole et elle n'est jamais venue dans notre chambre. Elle nous a laissé un bourreau comme punition. Elle n'est jamais venue dans notre chambre. Elle nous forçait à faire des choses contre notre plein gré. Et c'est ce qu'on faisait, qui nous a finalement attirés l'un vers l'autre. Mais derrière une fenêtre, dans un autre orphelinat, se trouve un autre passage et un autre mystère. Comme le disait toujours le grand-père d'Alex, lui disait toujours « Laisse faire ta volonté, et la volonté fera les choses à ta place ». Je le regardais quand il m'avait dit cette phrase. Il était assis sur la banquette. Je voyais par la fenêtre les gouttes d'eau sur la fenêtre. Sur la fenêtre et sur la vitre de la voiture, il y avait les gouttes d'eau qui tombaient et qui allaient dans le sens de la pluie. Il s'est tourné vers moi, il s'est rapproché et m'a pris par les épaules, a passé son bras autour de moi, m'a tenu fermement par les côtes qui étaient contre la porte. J'ai regardé par la fenêtre et il m'a dit de le regarder lui. Je l'ai regardé, il m'a dit, mon grand-père me disait toujours, laisse faire ta volonté et ta volonté fera les choses à ta place, elle les fera pour toi. Je l'ai regardé et je lui ai demandé le sens de sa phrase. Il s'est tourné vers moi et m'a expliqué, avec les 2 mains sur mes genoux. Il m'a expliqué et s'est rapproché de moi. Il s'est rapproché de moi légèrement, il avait ses 2 mains sur mes genoux. Et moi j'avais mes mains par terre, je sentais que la banquette était froide et que la voiture avançait. J'essayais de temps en temps de regarder le policier qui conduisait, mais je n'y arrivais pas, ébloui par la lumière de la sirène. Je n'y arrivais pas. Alex m'a alors expliqué le sens de la phrase « Laisse faire ta volonté, et ta volonté fera les choses à ta place ». Il m'a alors dit qu'il fallait toujours suivre son instinct, et ne pas essayer de suivre ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on veut faire à l'avance. J'ai donc compris qu'il fallait laisser faire sa volonté, et qu'il ne fallait pas nécessairement suivre ce qu'on avait envie de faire, sans avoir prédit à l'avance que notre instinct peut choisir pour nous. Il m'a regardé, et a finalement décroché son visage du mien. Il a finalement décroché son visage du mien, décroché son regard, et j'ai vu ses yeux marrons se tourner vers la fenêtre. Il a regardé attentivement dehors. Je me disais qu'il fixait quelque chose à un point précis, qu'il imaginait peut-être un point rouge sur la route, qu'il ne quittait pas des yeux. Je me suis approché de lui, et finalement je voyais qu'il regardait dans le vide. Il n'y avait rien de plus que la pluie qui partait dans le sens de la pluie. Et il n'y avait rien de plus que dehors les arbres qui étaient si noirs qu'on avait l'impression qu'ils étaient dessinés sur la forêt. Il regardait juste dehors, il n'avait pas de point rouge précis qu'il fixait. Il regardait juste dehors les arbres noirs dont on avait l'impression qu'ils étaient dessinés sur la route et sur la forêt. J'ai regardé dans la même direction et j'ai aperçu un visage passer au même moment dans la forêt, sur les arbres dessinés en noir. Sur les arbres dessinés en noir au même moment, quand il fixait un point sur la route. Ce que je pensais, quand il fixait un point sur la route. Au même moment, j'ai vu apparaître un visage dans l'ombre. Je ne l'ai pas dit, je me suis juste reculé. Alex s'est tourné et m'a regardé. Il m'a posé la question et je lui ai dit que tout allait bien, que je n'avais rien vu. Rien de très important. Il savait quand je mentais parce que je trébuchais souvent sur mes mots. Il s'est rapproché de moi et il disait qu'il savait quand je mentais. Je trébuchais sur mes mots et je n'avais pas la phrase correcte qu'il fallait dire. Il s'est approché de moi et m'a demandé clairement ce qu'il y avait. Je lui ai dit que j'ai vu un visage dans l'ombre. Alex s'est rapproché de moi et a dit que c'était passé, que le mal qu'on avait vécu était derrière nous.
Je me suis rapproché de lui, et en silence je lui ai murmuré à l'oreille, en regardant dehors avec les yeux sur le côté. En gardant les yeux sur le côté, je me suis mis contre lui et je lui ai murmuré à l'oreille que c'était peut-être que le commencement. J'avais l'impression que quelque chose dehors était accroché à la voiture et nous observait de derrière. Il m'a regardé et n'a pas su dire un seul mot. Il m'a regardé et n'a pas su dire un seul mot durant toute la route. Je lui ai dit que c'était peut-être le commencement, seulement le commencement. Il m'a regardé, et durant toute la route il n'a rien dit, il est resté muet. Je pense que peut-être ma phrase l'avait choqué, ou peut-être autre chose. Il avait peut-être vu un visage lui aussi, qu'il avait fixé durant toute la route, et dont il ne m'avait pas parlé. Dans la fumée noire, son visage frigide, raide et froid, daigna se montrer. Son visage frigide, raide et froid, daigna se montrer. Je voyais ses pommettes, je voyais ses yeux, je voyais le contour de son visage et sa silhouette. Son visage daigna se montrer à plusieurs tentatives, son visage daigna se montrer. C'est à plusieurs tentatives qu'il daigna se montrer, et c'est moi, à plusieurs fois, que j'essayais de voir son visage. J'essayais de voir son visage, et c'est à plusieurs fois que je le remarquai dans l'obscurité. Dans la fumée, il nous regardait. Il était tout au fond, dans la forêt. Il était tout au fond dans la forêt. Il y avait les arbres sur le côté. Il y avait ce grand arbre qui submergèrent la forêt, et qui l'enfermèrent dans une noirceur intense. Au travers de cette noirceur intense, l'arbre au milieu qui submergèrent la forêt autour et les arbres tout autour qui se mélangèrent avec leurs écorces différentes, leurs branches qui se touchèrent les unes aux autres et qui formèrent un crissement dans la nuit. Au milieu de tout cela, je voyais son visage, ses pommettes, et se dessiner un visage qui devenait de plus en plus clair lorsque je regardais par la fenêtre. Le soir, j'étais à la fenêtre, et Alex, lui, était juste devant son livre. Il avait le manuscrit et la blacklist devant lui. Il avait la blacklist devant lui. Il essayait de connaître et de savoir ces personnes qu'il avait vues. Ces personnes qu'il avait vues dans la maison noire, il essayait de savoir encore qui elles étaient. Cette maison noire qui renfermait les cris des enfants. Cette maison noire qui renfermait les cris des enfants, qui renfermait des portes qui avaient été scellées, derrière lesquelles nous n'avons pas pu ouvrir ces portes. Derrière lesquelles nous n'avons pas pu ouvrir ces portes, il y avait peut-être des personnes, des enfants, des personnes à sauver, des vies qui ont été enlevées. Dans cette maison noire, il y repensait. Certaines visions lui revenaient, et moi je regardais par la fenêtre. Je me tournais de temps en temps vers lui. De temps en temps vers lui je me tournais, je le regardais. Il regardait la blacklist et attentivement il regardait chaque nom, chaque personne visée, qui avait été visée par cette chose qui nous avait enfermés dans la maison. Il la regardait, nous étions dans l'orphelinat. Une infirmière, une femme de maison, est arrivée, et un homme de maison. Une femme de maison est arrivée et a déposé des vêtements sur le lit d'Alex, et une deuxième pile de vêtements sur mon lit. Elle est partie, elle a refermé la porte. Elle a demandé à la laisser ouverte ou fermée. On a dit alors qu'on préférait qu'elle soit fermée, mais pas totalement, qu'elle ne soit pas clos avec une clé qui l'ait fermée, mais qu'elle soit fermée derrière nous. L'infirmière nous a regardés, a fait un signe de la tête à Alex qui a continué de lire son livre, et moi je l'ai regardé. Elle m'a fait un signe de la tête, je lui ai souri, j'ai tourné la tête et j'ai regardé dehors. Je voyais les yeux d'Alex, concentrés sur la blacklist, ses yeux marrons, et moi, avec mes yeux vert cristal, qui devenaient foncés plus le soleil se couchait, plus mes yeux devenaient foncés, presque noirs mais pas totalement verts. Ils devenaient foncés, et Alex commençait à lâcher le manuscrit. Alex commençait à lâcher le manuscrit, à le déposer par terre, à fermer son livre et le mettre à côté. Il regardait mes yeux qui n'étaient pas verts ni totalement noirs, et moi je regardais par la fenêtre. Il est venu près de moi et a posé sa tête sur mon épaule. Je l'ai regardé et je sentais son souffle chaud dans ma nuque. Je le regardais à côté de moi. Je ne le regardais pas à côté de moi, mais je le regardais à côté de moi, dans le reflet de la vitre. Je le regardais dans le reflet de la vitre. Je le voyais proche de mon corps et je sentais ses mains sur mes côtes. Dans la vitre, je voyais son reflet. Je savais que ses yeux étaient en train de regarder les miens. Je savais que ses yeux étaient en train de regarder les miens. Et je me suis tourné vers lui. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a demandé pourquoi. Pourquoi quoi?
Je lui ai dit: pourquoi est-ce que tu regardes mes yeux? Il m'a souri, s'est penché, a retiré légèrement ma tête. Il a retiré légèrement ma tête qui était appuyée sur son corps, et il l'a retirée légèrement. Il m'a pris par les côtes, a retiré sa tête qui était légèrement appuyée sur mes côtes et sur mon corps. Légèrement appuyée sur mon corps, sur mes côtes et sur mes épaules. Il a retiré sa tête et moi j'ai retiré la mienne de son corps. Il m'a regardé et a dit que mes yeux étaient beaux quand ils étaient noirs mais pas totalement verts. J'ai dit que les siens étaient beaux tout le temps, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, ou que la nuance de lumière soit différente à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je l'ai regardé, je lui ai dit que la nuance de lumière soit différente à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ses yeux sont toujours beaux, ils sont toujours marron foncé. Il m'a regardé et a pris le manuscrit. On a observé ensemble les différents noms, et derrière les noms on a observé les phrases qui avaient été écrites et décimées. On a essayé de trouver ces phrases, de connaître leur sens et de savoir ce qu'elles voulaient dire. Mais rien. On a déposé le manuscrit, on a pris les vêtements, on s'est habillé, et on s'est couché. On s'est mis sur le lit et on a réfléchi. Alex avait son livre en main, et moi le manuscrit. J'essayais de déceler le sens des mots, le sens des phrases, et le sens de ces personnes qui avaient été lisées. J'essayais de déceler le parchemin, le sens des phrases et des mots, des noms de famille des personnes, et Alex avait son livre en main, et rien d'autre. On était habillés, on avait un chez nous, un orphelinat, qui n'était pas une prison. La vie reprenait lentement son cours, mais chaque nuit, il y avait une chose qui nous avait suivis, une chose qui nous avait sûrement échappé, quelque chose qui nous avait suivis, jusqu'ici, dans l'orphelinat. Entre les murs de cet orphelinat, on se sentait en sécurité, mais quelque chose nous avait suivis, une jeune fille avec une robe rouge, voire peut-être rose pâle. Cette petite fille avec cette robe rose pâle qui avait été déchirée, qui était couverte de terre et couverte de sang, était sur le côté, elle avait les yeux blancs et les pupilles dilatées. Elle avait les pupilles noires dilatées et les yeux blancs, elle n'avait pas d'iris, en tout cas pas que je sache. Pas que je sache, elle n'avait pas d'iris. Ils n'étaient pas visibles ou alors ils étaient gris, gris, presque très blancs. Presque très très blancs. Ses iris étaient presque invisibles. Ils étaient gris, mais je voyais ses pupilles noires dilatées. Elle était sur le côté, elle se balançait d'avant en arrière. Elle murmurait des phrases et des mots, à tort et à travers. À tort et à travers, elle murmurait des phrases, des mots, des noms et peut-être des textes qu'elle avait appris dans un livre. Elle avait un livre ouvert à côté d'elle, qu'elle tenait avec sa main. Sa main était posée dessus, elle ne tenait pas fermement les pages, mais avait posé sa main dessus. Il y avait une trace de sang sur le côté, une trace de marque de sang, une main qui avait été mise par terre. Une main qui avait été mise par terre, une trace de sang qui avait été mise et posée, comme si on avait tué quelqu'un, qu'on avait recouvert sa main de sang et qu'on l'avait collée sur le sol, pour laisser une empreinte. Cette jeune fille était à côté de cette marque. Je me demandais si c'était sa main à elle, et je me demandais si son livre lui appartenait. Son journal intime, peut-être. Je l'ai regardée, elle se balançait d'avant en arrière. Elle murmurait des mots, des choses, des phrases, peut-être des textes du livre, et elle avait une boîte à musique en main. Nous entendions la boîte à musique. Elle la faisait tourner avec sa main. On entendait la mélodie, et nous étions tous les deux dans notre lit. Il était certain que cette fois-ci cette chose nous avait suivis. J'avais été revoir par la fenêtre. J'avais été revoir par la fenêtre et j'ai aperçu cette chose. Ce visage commençait à se dessiner au loin. Ce visage commençait à se dessiner au loin, dans la forêt. Je le regardais et je le voyais. Il se dessinait. Il y avait un œil qui apparaissait, qui était blanc, plutôt noir tout autour. Il était en train d'illuminer dans le noir. Et les yeux apparaissaient. Ils illuminaient dans le noir. Ils se dessinaient, ils étaient blancs, peut-être avec une pupille noire, fort dilatée. J'ai regardé l'arbre qui submergeait la forêt, les arbres tout autour, la forêt qui était noire, comme si les arbres avaient été dessinés à l'intérieur, dessinés au fusain noir ou au crayon, comme si la silhouette des arbres avait été dessinée au crayon blanc, et que les arbres avaient été dessinés au fusain noir. À l'intérieur, cet arbre, ce grand saule pleureur qui submergeait la forêt, et l'enfermait de ses lianes dans un noir total, se dessinait la silhouette de cette femme. Son visage avait l'air d'être lointain, ses yeux, ses lèvres, ses pommettes,
ses joues, la silhouette de son visage, la manière dont elle nous regarde était très lointaine. Mais la présence de cette femme qui nous regardait de loin, son visage, ses yeux, ses pommettes et le reste de son corps avaient l'air d'être si proches qu'on en avait l'impression que c'était cette jeune fille. On en avait l'impression que c'était cette jeune fille qui nous regardait. On a été la voir et j'ai mis ma main sur son épaule. Elle s'est tournée et j'ai vu la moitié de son visage. La moitié de son visage avait été creusée, comme si l'os de son visage, de son crâne, comme si l'os de son crâne avait disparu. La moitié de son visage avait été creusée. Elle avait un œil noir, entièrement noir, et l'autre était blanc. L'iris était gris, peut-être un peu blanc, et submergeait l'entièreté de son iris. Sa pupille était noire, et sur le côté, son œil était totalement noir. Son crâne était creusé, et derrière elle, dans sa nuque, il y avait une marque derrière ses cheveux, une marque de sang, une marque d'ouverture, comme si on l'avait scalpée avec un cutter, à l'arrière, comme si on l'avait scalpée ou disséquée avec un cutter sur une table d'opération. Il y avait cette marque à l'arrière, et le sang qui coulait d'une seule goutte tout le long de sa colonne vertébrale. Elle s'avançait d'avant en arrière, et plus elle parlait, plus on avait l'impression que sa voix diminuait. Elle parlait et murmurait des choses. Je regardais son livre et j'essayais de lire ce qu'il y avait sur les pages, mais impossible de voir, car plus elle parlait, plus les écrits qu'il y avait sur son livre disparaissaient. Je me suis remis contre le mur, sur mon lit, et Alex m'a regardé, m'a dit de ne rien faire jusqu'à ce qu'elle disparaisse devant nous. Ce soir-là, par la fenêtre, j'ai vu son visage se dessiner, mais j'avais l'impression qu'elle était derrière moi. J'ai commencé à sentir la présence d'un homme dans la pièce. Je ne le voyais pas, mais la fille était toujours là. Elle était avec nous. Elle se balançait d'avant en arrière, avant qu'elle ne nous montre ses bras, qui avaient été scarifiés. Le sang s'en évacuait sur les côtés. Le sang s'en évacuait sur les côtés. Il y avait deux lames qu'elle tenait en main. Deux lames qu'elle tenait en main. Elle frottait très légèrement le côté de ses mains. Avec ses ongles, elle serrait tellement qu'on voyait ses mains saigner. Le dessus de ses poignets avait été scarifié. Le sang s'en émanait comme de la fumée. Elle les a ouverts devant nous, a écarté les mains sur le côté, nous a regardés et s'est retournée vers la porte. À ce moment-là, Alex m'a dit de ne rien faire, de ne pas bouger. J'étais sur mon lit et je tenais fermement ma couverture. Je la retenais contre moi. J'étais contre le mur et je n'avais rien fait. Aucun geste, aucun bruit, aucun mot. Je n'avais rien dit. J'ai décidé de ne rien faire, de ne pas partager ce que je ressentais, de ne pas dire à Alex de faire quelque chose pour moi. J'ai regardé par la fenêtre, il y avait le visage de cette femme. Elle est arrivée vers moi et elle m'a vu. J'ai vu un chien sur le côté, un grand berger allemand noir, commencer à me regarder. Sa tête était penchée en diagonale sur le côté. Sa tête était penchée en diagonale sur le côté. Il me regardait avec de grands yeux noirs, des pupilles dilatées, et je voyais que ses yeux étaient verts, verts aussi foncés que les miens. Je l'ai vu me regarder, et je me suis rapproché de lui. Je suis descendu, et d'une traite, en haut, à la fenêtre, je me suis retrouvé en bas. Je n'avais nullement descendu les escaliers. Je n'avais pas pris les escaliers où je n'étais pas sorti. Je n'avais pas ouvert la porte où je n'étais pas passé par la fenêtre. Je n'avais pas escaladé un mur pour sortir, et je n'avais pas demandé l'autorisation à Alex. Alex ne m'avait pas dit de pouvoir descendre. Je n'avais pas eu son autorisation. Il ne m'avait pas dit de pouvoir descendre. Mais pourtant j'étais en bas. Mais je me souvenais d'une chose, que j'avais demandé à Alex de descendre. Qu'il m'avait dit que je pouvais descendre, mais qu'avant il m'avait pris dans ses bras, tenu par les côtes, et qu'il m'avait rapproché près de lui. Il m'avait tenu par les bras, il m'avait fait une caresse sur l'épaule. Je me souvenais de ça, qu'il m'avait tenu par les côtes, il m'avait rapproché de lui. Il m'avait embrassé très légèrement et j'avais senti ses lèvres effleurer les miennes. Je suis descendu et j'ai vu cet homme, penché, juste au-dessus du lit de Alex. Pourtant j'étais dehors. Par la fenêtre, j'arrivais à voir le visage de cette femme, commencer légèrement et tout doucement à se dessiner sur la fenêtre. Mais au-dessus, de dehors, devant l'entrée, là où il y a la fenêtre, du bureau. Devant l'entrée, j'arrivais à voir le visage de cette femme se dessiner, son corps derrière la personne qui était en face de l'ordinateur.
et à l'entrée de l'orphelinat, là où il y avait les voitures qui étaient garées, là où il y avait un saule pleureur, un arbre, un chêne qui était noir, qui avait eu l'impression d'être dessiné avec un crayon blanc. Il y avait ce chêne qui était noir, j'avais eu l'impression qu'il avait été dessiné avec un crayon blanc, qu'il avait été fait et noirci au fusain. Il était tellement noir que je n'arrivais même pas à le distinguer des autres. C'était comme si la forêt et les arbres autour de nous avaient été dessinés au fusain, avaient été noircis au fusain et avaient été dessinés avec un crayon blanc pour qu'on puisse voir leur silhouette. C'était comme s'ils avaient été dessinés et qu'on était quelque part, autre part, mais que nous étions dans un endroit. Comme si nous étions dans un endroit, quelque part mais autre part, où tout ce qui nous entourait était réel mais avait comme l'impression d'être dessiné avec un crayon blanc, pour qu'on puisse voir leur silhouette, et avait été noirci avec un fusain. Je regardais cet arbre et les voitures qu'il y avait en dessous, et j'ai vu le visage de cette femme commencer à se dessiner. Mais de dehors, j'avais l'impression de voir le visage de cet homme qui tenait une corde de pendu, qui avait un long manteau noir, on ne voyait à peine ses pieds. On voyait à peine ses pieds et ses grandes chaussures noires. Il avait un long manteau noir, il souriait. Il avait de petits yeux noirs et de petites pupilles blanches qui pétillaient dans la nuit. Il était juste au-dessus du lit d'Alex. Il était juste au-dessus du lit d'Alex, et cette personne, cet homme, avec son long manteau noir, cette corde de pendu, lui souriait et rigolait très légèrement et sournoisement. On entendait son rire résonner. La fille n'était plus là, mais j'entendais son rire résonner. Je suis remonté aussi vite que j'ai pu. Je l'ai vu tourner la tête. Ses pupilles étaient noires, mais ses yeux étaient blancs. Ses yeux étaient blancs, ses pupilles dilatées étaient noires. Elles pétillaient dans la nuit, dans la noirceur de notre chambre. Je me suis mis dans mon lit comme si je faisais mime de ne pas le voir. Je me suis mis dans mon lit. J'ai fait mime de ne pas le voir. Il a disparu. Il a pris la corde de pendu, l'a essayé au cou d'Alex, et puis il est parti. J'ai fait mime de ne pas le voir. Alex s'est réveillé. J'ai commencé à le calmer et à passer ma main autour de lui. Il a respiré et inspiré. Il a respiré, inspiré et expiré et s'est calmé. Après, j'ai fermé la lumière et on s'est endormi. Le jour suivant, la nuit, Alex est descendu. Je suis descendu à mon tour quand j'ai entendu des pas dans l'escalier. Quand je suis descendu à mon tour, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Devant moi, je savais que c'était Alex. J'ai été voir dehors et j'ai vu Alex, regarder le feu, regarder le bois brûler. Quand je suis descendu, j'avais entendu des pas derrière moi. Je ne savais pas qui c'était, mais quand je suis arrivé en bas, Alex était comme hypnotisé par le feu. Il regardait le bois brûler. J'entendais le son du bois et l'odeur carbonisée. J'entendais le son du bois craquer, craqueler. J'entendais le bois craquer et craqueler. Je l'entendais crépiter et je sentais l'odeur du carbonisé. Alex était devant le feu. Il regardait. Je ne sais pas ce qu'il regardait, mais il regardait le feu. Quelque chose qu'il voyait peut-être au travers. Je me suis avancé et mis à côté de lui. Quand je me suis mis à côté de lui, j'ai senti comme une présence, quelque chose qui était là, mais que je ne voyais pas. Dans la forêt, j'ai regardé derrière le feu, car le feu était assez grand pour que je puisse ne pas voir derrière. Le feu était assez grand pour que je ne puisse ne pas voir derrière. J'ai regardé derrière et j'ai vu la forêt. La forêt était encore une fois comme dessinée, dessinée en noir sur les arbres. J'ai regardé entre les arbres et derrière le saule pleureur qui submergeait la forêt et qui la plongeait dans un noir total. Je n'ai rien vu, à part le visage d'une femme. Mais cette fois-ci, le visage de cette femme ne commençait pas à se dessiner. Il commençait à se dessiner et à disparaître. Petit à petit, il disparaissait de plus en plus. Son visage disparaissait. Elle aussi en même temps. Elle aussi en même temps disparaissait. J'ai regardé dans le feu et j'ai vu son visage apparaître, se dessiner devant moi. D'abord, son cou, ses yeux, ses pommettes, ses lèvres, son sourire mesquin et sournois qui me regardait, ses pupilles noires et méchantes, ses pupilles noires et méchantes et menaçantes qui me regardaient, ses pommettes qui commençaient à se dessiner. Son visage est apparu,
à la dernière ligne qui a formé son visage. Son visage est apparu à Alex, qui n'avait pas l'air d'y faire attention, d'y prêter attention. À la dernière ligne de son visage m'est apparu. Là je l'ai vu et je l'ai senti près de moi. J'ai senti quelqu'un derrière et la présence d'une jeune fille à côté. Je ne les ai pas vus pour autant ni même remarqués. Comme l'avait dit Alex, suis ton instinct. J'ai commencé à suivre mon instinct qui m'a guidé vers la forêt. J'ai vu un trou sans pierre tombale qui avait été creusé. Il y avait une pelle à côté et le cadavre d'une jeune fille qui était allongée par terre. Elle avait de la terre sur le visage. Elle avait de la terre sur le visage. On voyait ses yeux, ses pommettes, ses lèvres, son nez et le reste de son visage, la ligne d'en dessous qui dessinait son visage et sa silhouette. La ligne d'en dessous qui dessinait son visage et sa silhouette, ses yeux, ses lèvres et son nez. Tout le reste était recouvert de terre. Le cadavre était à côté avec une pelle. Elle avait peut-être essayé de s'enfermer elle-même à l'intérieur de la terre, de s'enterrer toute seule. Elle était couverte de terre sur le corps. Elle était nue, à côté, morte. Les yeux étaient fermés, mais on voyait ses yeux. Ils n'avaient pas été recouverts par la terre. Ses cheveux étaient allongés sur le côté, des cheveux noirs, noirs presque comme le sol. Elle avait une branche sur la poitrine, qui formait une croix, comme si on avait mis une croix sur son cadavre ou sur cette personne. Les branches sur son torse formaient une croix, et faisaient en sorte de dessiner quelque chose, une sorte de pentagramme. Une sorte de pentagramme, une croix, une étoile ou quelque chose de spécial qui avait été fait à base de branches sur son corps. Elle avait été allongée à côté du trou, une pelle de l'autre côté qui avait été mis en diagonale par rapport à un arbre. Il y avait une racine qui poussait le long de sa jambe et qui la rattrapait jusqu'à son buste. J'ai regardé le trou, il avait l'air plus profond que ce que j'avais vu. J'ai commencé à suivre les traces et les pentagrammes qu'il y avait par terre. Plus j'avançais, plus les pentagrammes étaient difficiles à repérer. Les branches étaient entremélangées et formaient des symboles. J'ai avancé dans la forêt et je voyais encore Alex quand je suis revenu, face au feu, avec le visage de cette femme dessiné à l'intérieur, qui le regardait. Lui avait l'air effrayé. Il n'émettait aucun son mais avait la bouche ouverte et le visage comme s'il hurlait. J'ai regardé la femme et je suis parti. J'ai ramené Alex, je l'ai bordé, je l'ai mis dans son lit et j'ai fait en sorte qu'il s'endorme. Je lui ai fait boire un somnifère et il s'est endormi. J'ai été dormir mais je sentais la présence de l'homme dans la pièce. Dans la pièce, je sentais la présence de l'homme et de la femme me regarder. À côté de l'église était blanche. Je m'étais mis à côté d'Alex, à l'intérieur. J'écoutais la messe et le profanateur. J'écoutais la messe et le profanateur profaner la Bible et lire les textes. Il profanait la Bible et il lisait les textes. Il nous regardait. Il avait autour de lui un grand manteau noir. Il avait autour de lui ce grand manteau noir. Il profanait la Bible et les textes et me regardait. Alex et moi, nous étions assis tout au fond. À l'extérieur de l'abbaye, à l'extérieur de l'abbaye, ou l'église, cela dépendait de la religion. L'abbaye et l'église avaient l'air d'être blanches, mais d'un côté on avait l'impression qu'elle était en feu. Du côté du cimetière, tout avait l'impression d'être sombre. Cette femme a commencé à dessiner son visage quelque part. J'ai vu les traits de son visage et la ligne de son visage se dessiner. Ses pommettes sont apparues. J'ai vu ses cheveux tomber, et elle m'est apparue. Ses yeux, et puis ensuite ses lèvres et son nez. Elle est restée là, elle nous regardait fixement. Je me disais que où que j'aille, peut-être qu'elle me suivrait toujours, que c'était son but de suivre Alex et de me suivre moi. Je suis allé dans la forêt, derrière l'abbaye, derrière la baie, et derrière l'église. Il y avait une abbaye, il y avait une église, et il y avait une baie sur le bord. Il y avait la route, et il y avait la baie sur le bord, sur lequel il y avait l'eau, sur le côté, qui submergeait l'entièreté du paysage. Il y avait l'eau, il y avait une rivière qui se déversait dans la mer. La baie et l'abbaye étaient juste à côté l'une de l'autre. L'église était un peu plus loin, près de la forêt. Le cimetière s'enfonçait dans la forêt, et au-dessus il y avait un arbre,
un arbre d'une sorte que je ne connaissais pas, qui submergeait le cimetière. Il s'entrecroisait avec un deuxième arbre et submergeait le cimetière. Je regardais cet arbre et je voyais que juste en dessous cette femme se tenait droite. Elle avait l'air froide et frigide, elle avait un regard qui me perçait les yeux. Elle me regardait et son visage commençait à se dessiner. Elle m'apparaissait, et ses cheveux étaient noirs, couverts de terre. Elle tenait en sa main un bâton, qu'elle pointait vers une tombe. Je suis allé vers cette tombe, et je me suis senti tout bizarre. J'ai l'impression d'avoir senti quelque chose qui commençait à se dessiner dans mon dos. J'ai commencé à sentir quelque chose qui commençait à s'assimiler dans mon dos. Quelque chose était en train d'assimiler mon dos, de se dessiner dessus. Je sentais comme quelque chose qui se dessinait sur mon dos. J'étais assis sur le bord de la tombe, et quelque chose s'assimilait, tout autour de moi, sur mon dos, le long de ma colonne vertébrale, et peut-être près d'Alex, car j'ai tourné mon regard vers lui. J'ai regardé la femme, elle avait disparu. S'assimilait autour de moi plein de pensées, plein de dessins, plein de formes et plein de textes, de mots que je ne connaissais pas. Se dissimulaient aussi des choses, des pensées qui venaient d'autre part, de cette maison dans laquelle nous avons été enfermés. Des pensées étaient en train de se dissimuler, de disparaître comme les secrets. Et tout autour de moi s'assimilaient des choses, des dessins, des textes, des choses que nous avions vécues, que j'avais vécues avec Alex, la dernière fois qu'il m'a pris par les bras, qu'il m'a rapproché de lui, la dernière fois qu'il a posé ses lèvres sur les miennes. Et le dessin de cette femme, son visage, ses lèvres, le côté de son visage, le côté de ses multiples visages, car elle n'avait pas toujours le même, se dessinait derrière moi, et je ne le voyais presque pas. Pourtant, il était en train de se dessiner son visage, juste derrière moi. Je sentais qu'une silhouette apparaissait, que les pommettes commençaient à apparaître, que les yeux au-dessus se dessinaient, que les cheveux tombaient vers le bas, qu'elle tenait en sa main un bâton, qu'elle avait du bois sec à côté d'elle, et un arbre rigide, froid et sec. Elle était frigide, froide et sèche, juste derrière moi. Elle se dessinait avec la silhouette de son visage, ses pommettes qui apparaissaient. Je me disais qu'il y avait un arbre humide, sec et froid à côté d'elle, qu'elle tenait en sa main, un arbre qu'elle avait en sa possession. Elle se disait très certainement que sa tombe devait attendre en dessous des racines, avant qu'elle ne puisse s'enfermer. Avant qu'elle ne puisse s'enfermer en dessous des racines, elle devait attendre à côté de cet arbre, avant qu'elle ne puisse les entr'ouvrir et passer en dessous, et rejoindre sa tombe. Je me suis tourné, je n'ai rien vu, juste le vide, le noir, et l'obscurité totale dans laquelle cet arbre plongeait la forêt. Cet arbre plongeait la forêt dans une obscurité totale, c'est la seule chose que j'ai vue. Alex s'est tourné, m'a pris par les bras, et m'a regardé, m'a demandé ce qu'il y avait, j'ai regardé derrière lui, il y avait une femme. Après l'église, le taxi nous ramenait chez nous. On se mettait accroupi devant nos lits, et la jeune femme arrivait. La jeune femme, la maître de maison, arrivait, et elle se mettait accroupie devant nous. Nous étions devant nos lits. On prenait notre Bible qui nous avait été distribuée, qui avait été posée sur nos vêtements de nuit, et on apprenait la Bible, on priait, avant d'aller dormir. Ensuite, on allait dormir, et une fois qu'on avait été dormir, je me suis tourné vers Alex. Alex m'a regardé et m'a demandé ce qu'il y avait. J'ai pris une Bible et je me suis avancé vers lui. J'ai pris mon lit, et par mes deux mains je l'ai poussé près du sien. Je me suis rapproché de lui. Alex m'a regardé et m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, que c'était peut-être interdit. Je l'ai regardé et je lui ai dit « T'as vu comment la maître de maison est avec nous ?» Ensuite, je me suis rapproché de lui. Il m'a regardé, m'a dit que c'était vrai. La maîtresse de maison est très gentille avec nous, nous offre des maisons, nous offre de quoi manger, et nous offre un toit. Elle nous offre une maison, de quoi manger, un toit et même une Bible pour pouvoir prier. Elle nous a offert tout, donc je pense que ce n'est pas interdit. Je l'ai regardé, je lui ai dit évidemment que ce n'est pas interdit. Je me suis approché de lui, et j'ai posé la Bible devant lui sur la sienne. Il m'a regardé et m'a demandé pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai dit peut-être que c'est interdit, peut-être que c'est ça qui attire cette femme qui dessine son visage dans l'obscurité. Alex m'a regardé, m'a demandé de quoi je parlais. Je lui ai dit « Mais si tu te souviens, cette femme
qui dessine son visage dans l'obscurité. Elle dessine son visage et elle nous le montre. Chaque fois il est différent. Elle se rapproche de nous. Alex ne se souvient que d'une chose depuis qu'il a fait un feu dans l'entrée. Il ne se souvient que du visage qu'il a vu dans les flammes, le visage de cette femme qui devait être un visage différent. Moi je me souvenais de cette femme qui avait dessiné son visage au cimetière, devant la maison, devant l'orphelinat, devant la fenêtre et dans les bois. Je me souviens de cette femme qui nous suivait. Je me souvenais de tout. Mais Alex, lui, avait oublié la plupart des choses, depuis le feu qui avait brûlé juste devant, que j'avais dû éteindre par mes propres moyens. Il m'a regardé et m'a demandé quelle femme. Un jour, j'ai essayé de capturer une photo. J'ai essayé de capturer une photo du visage de cette femme. J'ai pris plusieurs photos avec un appareil, mais rien ne prenait le visage de cette femme. Il se dessinait devant moi, et j'arrivais à le voir à l'œil nu. Mais lorsque je prenais une photo, sur la capture d'écran, il n'y avait rien. Sur la capture d'écran et sur le Polaroid, il n'y avait rien du tout. Je les secouais et pourtant, je n'avais rien. Je les secouais, et les Polaroids, les photos que je prenais, pourtant n'avaient rien. Je la voyais, elle dessinait son visage, et lorsqu'elle avait un visage neutre, qu'elle me regardait, un visage frigide et froid, elle me regardait. Ses yeux étaient noirs et ses pupilles étaient blanches. Elle scintillait dans l'obscurité, l'obscurité qui avait été dissimulée par la forêt. Cette obscurité qui était noire au travers desquelles on pouvait encore voir la forêt, avait été dissimulée, mais dans un noir total qui avait été fait par les arbres, je voyais le visage de cette femme, ce noir total qui avait été fait, qui avait été encombré par l'arbre qu'il y a au beau milieu de la forêt. Je voyais le visage de cette femme, et pourtant j'essayais de prendre des photos. Je lui ai montré toutes les photos. J'avais beau essayer, mais je lui montrais toutes les photos. Je les disposais sur le lit, il me demandait de quoi je parlais. Je lui ai dit de cette femme. Il m'a dit, mais quelle femme? Il s'est tourné, ne m'a pas regardé, s'est endormi. J'ai compris alors que la jeune femme, celle qui contrôlait cet endroit, la jeune femme, la maîtresse de maison qui contrôlait cet endroit, n'avait peut-être pas non plus conscience de ce qui se passait. Moi j'avais conscience de ce qui se passait. Il y avait bel et bien quelque chose de malsain ici. Cette femme dessinait son visage et me regardait. Il y avait une présence à l'intérieur que je ressentais, excepté Alex qui ne la ressentait pas. J'avais l'impression qu'on nous regardait, qu'on nous observait. Alex était là, me regardait différemment que d'habitude. Il ne m'embrassait plus. Il ne s'approchait plus de moi. Je pense qu'il commençait à avoir peur, il ne m'embrassait plus. Il s'est retourné ce soir-là, a enlevé les photos du lit, les a mis par terre dans une boîte noire qu'il a mis en dessous de son lit. Il a dit qu'il les regarderait plus tard, il ne l'a jamais fait. Il m'a regardé et a dit qu'il le promettait de le faire. Il s'est retourné et s'est endormi. Je me suis retourné du côté de la fenêtre et j'ai vu une trace de main noire commencer à toucher légèrement et infimement à la vitre. La vitre commençait à se briser et les fragments ont formé le visage de cette femme. Lorsqu'elle s'est brisée et que cette empreinte noire est apparue à plat contre la vitre, j'ai vu que cette empreinte avait des griffes. Cette empreinte qui est apparue à plat sur la vitre avait des griffes. Elle est apparue et la vitre s'est fragmentée en plusieurs morceaux et a dessiné le visage de cette femme. Tout d'abord, un visage lisse sur lequel il n'y avait rien. Son nez, ses yeux, ses pommettes et puis ses cheveux qui se laissèrent tomber. Elle me regardait, je regardais la fenêtre, mais je n'arrivais pas à m'endormir. Je la sentais contre moi, juste à côté, comme si Alex était en train de dormir avec moi dans le même lit. Nous sommes rentrés dans une vieille cabane en bois. Ensuite, dans la forêt. Cette vieille cabane en bois, à l'intérieur, j'ai entendu une chaîne se bousculer contre les murs, accrochée à la porte. La porte était ouverte et donnait, à l'intérieur de la forêt, dehors. Je sentais le vent rentrer, et soudainement le vent fit apparaître le bruit d'une chaîne que je n'avais pas remarquée, accrochée au plafond. Je l'ai regardé, et j'ai entendu ce bruit. Je sentais que le vent devenait de plus en plus puissant. Derrière nous,
Il y avait une chaise, une table, une grande table rectangulaire. Elle était légèrement mangée par les mites. Et j'ai regardé en dessous. Il y avait des livres accrochés avec du scotch, des bibles et des manuscrits, des encyclopédies et des livres d'histoire, et aussi des livres de photographie qui parlaient de personnes qui étaient venues ici. Encore une fois, j'ai décroché un livre. J'en ai pris un. C'était un livre d'histoire, un manuscrit. Je l'ai regardé et j'ai entendu cette... Je l'ai regardé. Je me suis surpris. À la première page, je me suis surpris. Et j'ai entendu ça. J'ai regardé derrière moi. J'ai vu une femme. Son visage était affreusement brûlé. Elle nous regardait et nous souriait, tenait en main une petite boîte à musique. Elle tenait en main une petite boîte à musique. Je me suis tourné vers elle. Elles commencèrent à dessiner son visage dans l'ombre. Elle avait disparu derrière le rocking chair. Le rocking chair avait commencé à se balancer seul. Son visage avait disparu. L'ombre était apparue à l'intérieur. Et j'entendis une nouvelle fois, lorsque son visage commençait à se dessiner, et que l'ombre émigra à l'intérieur. Lorsque l'ombre émigra à l'intérieur, son visage se dessinait. J'entendais grincer le sol, et j'entendais le rocking chair se balancer. Il n'y avait personne dessus, sauf que j'entendais cette musique. C'était terrifiant. Si terrifiant que j'en suis retourné derrière la porte. C'était si terrifiant que j'en suis retourné derrière la porte. Je me suis caché et Alex était derrière moi. Je me suis saisi quand il m'a pris par les épaules. Quand il m'a pris par les épaules, je me suis saisi. Je l'ai regardé. Il m'a fait signe de faire chut et de ne rien dire. Je me suis tais et je n'ai rien dit. Je me suis caché derrière la fenêtre, en dehors de la cabane. Je me suis caché. Même à l'extérieur, on entendait cette musique. La musique commençait à se dessiner, à se rapprocher. J'ai reculé et j'ai vu que Alex m'avait dit de se reculer aussi. Je me suis reculé et j'ai senti que la musique était de plus en plus forte, que le rocking chair avait arrêté de grincer. La musique se rapprochait et les chaînes de l'autre côté commençaient à valser, à faire un bruit léger, comme si elles touchaient la paroi de la porte. J'avais l'impression qu'elles se rapprochaient. J'étais derrière et je sentais que ça se rapprochait. Le vent était plus fort, il faisait de plus en plus frais. Et j'ai réentendu la musique. Derrière nous, la femme nous tenait les épaules. Je pensais que c'était Alex et Alex pensait que c'était moi. La femme avait dessiné son visage derrière nous et la musique recommença. Nous avons couru dans la forêt, nous nous sommes arrêtés derrière un arbre et nous avons entendu.
s'est retourné, on a entendu sa respiration, et là a recommencé la musique dehors. La musique dehors a recommencé. On a couru jusqu'à la maison, on a couru jusqu'à la maison du cimetière. On s'est mis derrière et on a vu son visage apparaître très loin. Comme si elle voulait nous garder avec elle, elle était apparue très loin. Elle ne souriait pas, elle était juste là, elle nous regardait, mais il y avait de la méchanceté dans ses yeux. On était près de la maison du cimetière, et un taxi nous attendait. Il nous avait ramenés à l'orphelinat. Une fois dans la chambre, on a entendu la même mélodie. Ça a duré longtemps que j'ai pensé que c'était un cauchemar. Ça a duré si longtemps que j'ai pensé que c'était un cauchemar. Je me suis mis sous mon lit et j'ai attendu. J'ai vu passer un homme devant moi. J'ai senti ses pas faire grincer le plancher, faire crisper le bois, et j'ai senti la pression de ses pas contre le plancher. J'étais par terre, en dessous de mon lit, et Alex, de l'autre côté, me disait de faire chute, de ne rien dire, de me taire et d'attendre. Ses pas commencèrent à s'avancer, et j'ai senti l'homme, sur les plaques en bois, les plaques du lit, qui surélevaient le matelas. Les plaques du lit qui surélevaient le matelas. Je l'ai vu s'asseoir, je l'ai vu et entendu prendre la boîte à musique. La musique a recommencé, et on l'a tous les deux entendu une nouvelle fois. La musique était très lente. Elle était très lente et très silencieuse, mais elle était partout, partout en écho dans la chambre. À un moment, j'ai senti qu'il n'y avait plus rien, qu'il n'était plus assis sur mon lit. J'ai été regarder par la fenêtre. Alex m'a rejoint, a été voir par la fenêtre. La femme dessinèrent son visage juste en bas. Elles le surélevèrent vers le ciel et regardaient la fenêtre. Nous étions dans l'orphelinat, et soudainement cette musique est apparue rapidement derrière nous. On s'est tourné, on a regardé. On était effrayés, plus qu'effrayés. Elle apparaissait n'importe quand, n'importe où. Cette musique avait apparu rapidement derrière nous. On a vu cette fille disparaître mais réapparaître. Son regard nous regardait, nous fixait, et très largement on la sentait nous regarder partout. On est sorti dans la forêt. On a entendu cette musique. J'ai pensé que c'était un avertissement. Quand elle recommençait, c'était chaque fois quand on arrivait dans cette maison. Cette femme était tout autour, je sentais sa présence, et le rocking chair bougeait. Il y avait les chaînes qui laissèrent à penser qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Ce bruit de chaînes tout autour laissèrent à penser que quelqu'un était mort, avait laissé traîner ces chaînes qu'il avait raccrochées au mur ici. Derrière nous, la musique continuait. Indéfiniment, elle ne nous quittait jamais. On a regardé derrière,
et pourtant on s'est retrouvés quelque part, devant la fenêtre à l'orphelinat. On avait sans doute rêvé, ou eu tellement peur que notre cœur a commencé à battre aussi vite qu'il pouvait, comme s'il voulait s'échapper de notre poitrine. À mon avis, je pensais qu'on était devant la fenêtre, que notre cœur a commencé à battre si vite qu'il voulait s'en échapper de notre poitrine. J'ai senti la musique tout autour. C'était comme un cauchemar, jusqu'à ce qu'on se réveille le matin. On avait rêvé exactement dans les moindres détails de la même chose. Notre cœur battait exactement à la même cadence, mais moins vite qu'avant. Comme s'il avait voulu s'échapper de notre poitrine. On avait peur, et on s'est assis par terre. On a discuté, et une rose noire est réapparue. À mon avis, c'était le début du cauchemar. Il recommençait. Il réapparaissait et recommençait. C'était le début du cauchemar. Alex m'a regardé et m'a murmuré à l'oreille que cette femme était partout, que la présence était même dans les couloirs. Un soir, on était dans la chambre. On dormait. Et c'est comme si une personne avait été déposée par terre. Une offrande, un cadeau, ou simplement quelque chose pour nous faire peur. Jusqu'à ce qu'on entende les voix sur la boîte à musique. On avait entendu les voix sur la boîte à musique, jusqu'à ce qu'on les entende un soir. Elle nous avait fait part de ce qu'elle avait entendu. La jeune fille était réapparue. S'était tournée du côté de son profil où son crâne avait été arraché. Elle était arrivée vers nous et avait laissé sa boîte à musique derrière elle. Son livre et son manuscrit avaient été emportés par la fumée de ses veines qui étouffaient l'intérieur de la pièce. Elle avait laissé un scorpion, une mouche et un serpent sur le sol. Le serpent était ouvert, il avait été scarifié et scalpé, comme le côté de l'autre fille qu'on avait trouvée la dernière fois, dans l'autre orphelinat, dans la maison, comme la fille qui avait été scalpée et scarifiée dans la maison dans laquelle nous avions été enfermés. Cette fille qui avait été scalpée et scarifiée, le serpent avait subi le même sort. Il avait été scarifié, scalpé, il était ouvert en deux. Il y avait un scorpion qui, avec ses pinces aiguisées, mangeait l'intérieur. Le scorpion mangeait l'intérieur du serpent. Le serpent était sur le sol, et il y avait des mouches qui traînaient à l'intérieur et qui pondaient leurs larves. On a regardé et on a vu la boîte à musique devant la porte. On l'a prise avant que la femme de la maison, avant que la maîtresse de maison n'ouvre et nous demande si elle pouvait ouvrir. Elle nous a alors demandé, et j'ai dit qu'elle ne devait pas ouvrir tout de suite. J'ai récupéré la boîte et ensuite, quelques minutes après, je lui ai dit qu'elle pouvait ouvrir. J'ai gardé la boîte et le soir même, j'ai entendu des voix. J'ai entendu des voix quand j'ai tourné. Au début, j'ai su que lorsqu'elle la tournait, ça faisait une mélodie. Une mélodie pas comme la boîte à musique dans la forêt. Mais lorsque j'ai tourné, j'ai entendu des voix spéciales qui se rapprochaient. Ça disait des choses étranges et incertaines, des choses qui n'avaient pas nécessairement de sens, mais qui s'adressaient à nous. J'ai tourné la première fois et j'ai entendu une mélodie, jusqu'à ce qu'elle se transforme. Quand ça s'est transformé, jusqu'à ce que ça se transforme, j'ai entendu ces voix. N'essayez pas de commencer là où vous pensez me trouver. Si vous pensez me trouver, n'essayez pas de commencer là où vous allez mourir. Vous allez mourir et vous savez très bien que je suis là. Je suis derrière votre lit. Je me dessine partout. J'ai plusieurs visages. N'essayez pas de voir là où je sais voir. Je sais voir là où vous savez voir. N'essayez pas de voir là où je peux voir que vous êtes. Vous allez recommencer. Vous allez revenir au point de départ. Je suis là où je pense que je suis. Et je me dessine partout au travers des morts. Si vous pensez me voir, c'est que peut-être vous êtes déjà mort. Essayez de réfléchir à des choses que moi je ne sais pas. Si vous savez des choses que moi je ne sais pas, vous êtes sûrement dans la forêt, et au travers de la forêt, il y a un portail entre le monde des morts et des vivants. J'ai regardé attentivement la boîte. Elle m'avait laissé un message. Je l'ai reposée et j'ai essayé de la tourner le lendemain. Le lendemain, je l'ai tournée, et j'ai entendu la même chose que j'avais entendue dans la forêt. J'ai entendu la même chose que j'avais entendue dans la forêt. Ça s'était retransformé une nouvelle fois. Encore une fois, ça avait changé et j'ai réentendu la boîte à musique.
J'avais peur. Tout comme Alex, j'avais peur. Quand on a entendu ces voix, ça disait n'essayez pas de trouver là où je pense que vous ne savez pas me trouver. N'essayez pas de chercher là où je pense que vous ne savez pas me chercher. N'essayez pas de savoir ce que je ne sais pas. Si vous savez ce que je sais, c'est que vous êtes sûrement déjà mort comme moi. N'allez pas au cercueil, n'essayez pas de trouver ma tombe. J'ai pensé à toutes ces phrases, n'essayez pas de trouver ma tombe, si vous pensez m'entendre, c'est que je suis déjà mort, si vous pensez me voir, c'est que vous l'êtes déjà. J'ai pensé à ces phrases et j'ai réfléchi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel était le message sur tout ça? Jusqu'à ce qu'on aille dormir et qu'on se mette sous nos couvertures. Sous nos couvertures, on avait été dormir et on avait vu de la terre. Une deuxième blacklist dans une enveloppe qui avait été dessinée blanc sur noir. Blanc sur noir, elle avait été dessinée sur une feuille. On l'avait dépliée, on l'avait ouverte. 3 noms avaient disparu, celle de la jeune fille, celle de l'homme et celle de la femme qui dessinait son visage. Les nôtres n'avaient pas été barrés mais étaient apparus sur la blacklist. Est-ce que ça voulait dire qu'on allait mourir? Est-ce que ça voulait dire qu'on allait disparaître? Est-ce que ça voulait dire qu'on allait rejoindre les morts sur cette liste? Est-ce que ça voulait peut-être dire qu'on était visé? On en a discuté et on s'est assis par terre, avant de regarder par la fenêtre et de voir son visage. C'était les origines de cette femme qui commençaient, celle qui nous avait enfermés dans la maison noire qui renfermait les cris des enfants. C'était les origines de cette femme qui commençaient. Le rocking chair, la maison, la blacklist, les personnes visées, nos noms qui sont apparus, la terre dans notre lit, le serpent, le scorpion, ainsi que la mouche qui dévorait les entrailles du serpent qui avait été coupé en deux, les pentagrammes et les réceptacles qui avaient été déposés sur la morte, la tombe qui n'avait pas été recouverte, qui n'avait pas été fermée, la terre qui n'avait pas été mise dedans, la pelle, les arbres dont on avait l'air d'avoir l'impression qu'ils étaient dessinés. Ces arbres dont on avait l'air d'avoir l'impression qu'ils étaient dessinés, dessinés avec un fin crayon blanc, comme s'ils étaient dessinés avec un fin crayon blanc dans le cahier d'un enfant qui avait été abandonné et mis à part dans une chambre. Comme cet enfant qui avait été mis à part dans une chambre, on avait l'impression qu'ils avaient été dessinés avec un fin crayon blanc sur une page noire, et que l'obscurité ressassait l'entièreté de la forêt. Comme l'obscurité ressassait l'entièreté de la forêt, on ne voyait rien dans un noir total, mais on avait l'impression que les arbres avaient été dessinés au crayon blanc pour qu'on puisse les apercevoir et voir leurs silhouettes, mais ils avaient été teintés et colorés en noir. On imaginait souvent dans cette forêt les dessins des enfants qui avaient été enfermés dans la maison noire. Est-ce que c'était ça qu'ils dessinaient? La forêt, les arbres teintés en noir au fusain, et leurs silhouettes qui avaient été dessinées sur une page noire en blanc. On regardait cet arbre, ce grand arbre qui submergeait la forêt et qui l'enfermait dans un noir total. On se demandait ce que c'était. Et tout autour de ça, il y avait aussi la boîte à musique, cette jeune fille avec les veines scarifiées au cutter. Cette jeune fille dans notre chambre avec les veines scarifiées au cutter. Son sang qui partait et qui s'émanait en fumée. Tout autour de nous, on sentait l'odeur de la viande pourrie qui était de retour quand elle est revenue dans la chambre, qu'elle a tourné son regard vers nous, de son profil qui avait été déchiré et qui avait été fracturé, son corps qui était entièrement lacéré, son profil qui avait été déchiqueté, qui avait été dépecelé et démembré. Sur le côté, il y avait un trou énorme, un trou béant qui laissait apparaître l'obscurité. Sur son profil de droite, sur sa droite à elle, sur son profil de droit, il y avait un trou béant qui laissait apparaître le noir total, comme à l'intérieur de la forêt. Son œil était noir, et à l'intérieur il y avait ce trou béant. Ça avait été fracturé, démantelé, troué. Son crâne avait été cassé et fracturé en deux. De l'autre côté, elle avait un œil blanc avec une pupille et un iris bleu, bleu très clair au point qu'on ne le voyait presque pas. Et sa petite pupille blanche étincelait et pétillait à travers le noir de la forêt. Elle nous regardait et elle disparaissait avec la fumée qui s'émanait de ses veines et de ses poignets qui avaient été scarifiés. Le sang coulait tout autour d'elle jusqu'à nos genoux par terre. Tout autour d'elle jusqu'à nos genoux par terre. Le sang se rapprochait. Le sang s'étalait sur toute la chambre et se rapprochait jusqu'à nos genoux par terre.
On s'est relevé et on l'a regardée. Elle s'est surélevée et elle nous a montré son dos. Elle s'est surélevée, elle s'est mise sur ses jambes, elle tenait à peine comme une vache qui venait d'accoucher. Comme une vache qui venait d'accoucher d'une biche ou d'un veau, elle tenait à peine sur ses jambes. Comme ce petit nouveau-né dans la campagne, dans la prairie, cette vache qui venait d'accoucher d'un petit veau, qui tenait à peine sur ses pattes, sur ses quatre pattes. Elle, c'était pareil, elle avançait comme si elle avait besoin de béquilles, mais elle n'en avait pas. Elle se maintenait aux murs et aux armoires, et nous, on avait l'impression de voir un cheval qui catégoriquement avait l'impression d'être mangé par les mouches, par les vers, dans lesquels des mouches avaient très certainement pondu à l'intérieur de son ventre, dans lesquels il y avait peut-être des araignées qui avaient pondu sous son œil, et qu'il y avait tout un nid qui allait bientôt se libérer. On avait l'impression de voir ça, un cheval qui tenait à peine sur ses quatre pattes, qui essayait de trouver l'équilibre, et en dessous duquel, en dessous de ses yeux, dans son crâne, une araignée avait pondu, et dans son corps, sous son cœur, il y avait peut-être des vers qui étaient en train de rogner ses artères. On voyait ça, on la voyait avancer, elle nous a montré son dos en silence, et la musique a recommencé jusqu'à ce qu'on s'approche d'elle. Elle nous a regardés, s'est tournée et a disparu. Le visage de cette femme s'est dessiné sur la vitre fracturée par fragments. Elle s'est dessinée devant nous, et un bras est sorti de la vitre, de l'extérieur et du trou béant noir sur lequel il y avait le visage de cette fille. Un bras est sorti et m'a attrapé par la gorge, ainsi que la gorge de Alex. Ainsi que la gorge de Alex, ce bras est sorti de l'obscurité qui déteignait sur la forêt. Nous a attrapés par la gorge et nous a redéposés ensuite. On a entendu un infime bruit, un infime et léger son, comme quelque chose qu'elle voulait nous dire, mais on n'a pas su repérer tout de suite ce qu'elle voulait nous dire. On est parti dans notre lit, on s'est couché, on n'a plus jamais regardé la fenêtre. Dans un grand château, et tout tournait autour d'une boîte à musique désormais. Tout tournait autour d'une boîte à musique. Et quand on y pense, c'est mieux que ça tourne autour d'un jouet, que d'une sorcière impitoyable. Ça se rapprochait, ça s'avançait. De temps en temps dans les autres pièces, sur le lit à baldaquin, elle disparaissait. Il y avait cet homme avec un couteau. Ça tournait énormément autour de cette boîte à musique. Mais quoi qu'on fasse, on ne pouvait pas y échapper. À un moment, on est entré dans une pièce et on l'a vue par terre, qui jouait toute seule. À la fenêtre, il y avait une fille qui frappait 1, 2 et 3 doigts, le majeur, l'index et l'auriculaire. Le majeur, l'index et l'auriculaire frappaient contre la vitre. On la regardait. Elle s'était tournée vers nous et ne nous avait rien dit. Elle est restée dans un silence aussi plat que l'intérieur. Aussi plat que l'intérieur, elle est restée dans un silence et nous a regardés. Elle avait le majeur, l'index et l'auriculaire qui étaient sur la vitre. L'autre doigt, lui, était resté en suspens. Pendant ce temps, on regardait derrière nous. On avait peur, on était contre les parois. On entendait tourner cette boîte à musique. Encore, tellement que ça en devenait insatiable. Je l'ai alors jetée dans un marais, pour pouvoir arrêter tout. Mais elle a réapparu. Elle a réapparu, et je l'ai vue. L'homme s'est avancé vers nous. L'homme avec la hache, l'homme avec le couteau, l'homme avec la machette. Ça changeait de temps en temps, ça dépendait des pièces. Il y avait une pièce avec plein de journaux et des télés qui étaient superposées les unes sur les autres. Elles étaient éteintes, c'était des anciennes télés. Comme on avait dans la maison noire, comme les cris des enfants qui passaient au travers de la télé. Soudainement, l'homme a pris la boîte à musique et on l'a entendu tourner si vite qu'on a eu peur. Qu'on a eu peur qu'il se rapproche, mais il était resté dans l'ombre. On voyait à peine son visage, et sur le visage de cet homme s'est dessiné le visage de la sorcière. Elle a pris la boîte à musique
et on a vu son bras se tendre dans l'obscurité. Elle s'est avancée vers nous, et très vite, on a reculé, on a couru aussi vite qu'on pouvait, et on a entendu cette mélodie. Lorsqu'on courait, nous étions à toute allure dans les couloirs. Nous voyions les pièces, les portes s'ouvrir et se fermer, les fenêtres se refermaient. On était clos à l'intérieur, enfermés. On entendait cette musique. Cette musique tournait et tournait encore. C'était impitoyable, elle tournait autour de nous. Elle ne s'arrêtait jamais. Elle restait là et nous regardait. Jusqu'à ce qu'on s'arrête dans une pièce vide. C'était une pièce insonorisée. On n'entendait plus rien. Sur les matelas qu'il y avait au mur, qui avaient été accrochés et ficelés avec de la ficelle, de la corde et avec du scotch, il y avait de la pourriture verte et bleue, presque bleu un peu jaune. Cette pourriture était tout autour de nous. Il y avait cette odeur de viande morte, encore une fois. Cette pourriture jaune, bleue, verte, un peu gris, presque brune, était tout autour de nous. Sur les matelas, il y avait des taches noires. Cette pourriture bleu-verte, presque brune, était tout autour de nous. Ça sentait la viande morte. Jusqu'à ce qu'on voie une personne déchirer un matelas, enlever les coutures qui avaient été refaites visiblement. Il a mis son bras par terre, a mis son deuxième bras par terre. On a entendu un rugissement sortir de sa bouche, comme si ses cordes vocales avaient été changées avec celles d'un animal. De l'autre côté de la porte claquait, et on la voyait claquer encore et encore. La poignée s'ouvrait et essayait désespérément. Désespérément, la poignée claquait et essayait de s'ouvrir. On a réentendu très vite la même mélodie. On l'entendait tout le temps. Elle réapparaissait. On s'est dit formellement que quelque chose tournait autour de cette boîte à musique, que ce visage ne se dessinait pas sans raison. On a regardé ce visage disparaître, on a regardé par la fenêtre. Lorsqu'on s'est tourné, on s'est retrouvé une nouvelle fois dans l'orphelinat. On est descendu jusqu'aux caves, pensant retrouver le même cimetière qu'on avait vu, avec les endroits du cimetière où il y avait des noms gravés. Il y avait des noms gravés aux endroits du cimetière, on pensait retrouver ça, mais décemment nous n'avons rien retrouvé à part des canalisations. On entendait l'eau dans les canalisations, jusqu'à ce que Alex se rapproche des canalisations. Il les a regardées tous, les unes après les autres. Il les a écoutées et a posé son oreille contre le mur. Lorsqu'il a posé son oreille contre le mur, il écoutait les cavités sombres, il écoutait à l'intérieur, et entre les murs, il a entendu que seulement 3 canalisations faisaient passer de l'eau, alors qu'il y en avait 4. Il y en avait 4 sur les murs, accrochés. 3 tremblaient et faisaient passer de l'eau. Il y avait de la pression à l'intérieur. Mais la 4e était vide, jusqu'à ce que moi je l'ouvre, je la prenne dans mes mains. On se met alors à écouter. Lorsqu'on s'est mis à écouter, on a entendu des cris d'enfants. On s'est rendu compte alors que nous n'étions pas dans un château, mais dans la maison noire. Dans la maison noire, il est écrit que tous les enfants meurent. Il est écrit dans la maison noire, dans la légende de la maison noire, là où vit la sorcière, que tous les enfants meurent, qu'ils ne reviennent jamais, qu'ils sont enfermés quelque part, que tous les jours quelqu'un vient leur donner à manger, mais que cela paraît tellement réel qu'ils finissent par y croire. Mais ce n'est rien que du vent, ce n'est rien que de l'air. Ce n'est rien que du vent, ce n'est rien que de l'air, ce n'est rien que des choses qui ne sont pas matérielles. C'est une illusion, à force de rester dans le même endroit. On pense que cet endroit est un lieu de paradis, mais c'est seulement l'enfer qui se transforme en quelque chose qu'on désire plus que tout au monde. On se transforme en quelque chose qu'on désire plus que tout au monde. Un endroit, une cellule qui devient notre prison. Une cellule qui devient notre prison. Une porte qui devient celle qu'on traverse tous les jours. Cette porte qui devient celle qu'on traverse tous les jours. Un visage qu'on reconnaît et qu'on voit tous les jours. Une fenêtre sur laquelle on s'assied sur une chaise en face et que tous les jours on regarde au travers. On voit des choses qu'on ne remarquait pas avant mais qui réapparaissent, qui nous paraissent tellement réelles qu'au final, ces choses sont fausses mais nous paraissent réelles. Elles sont identiques à d'autres choses qu'on a déjà vues, des souvenirs qui ressurgissent au travers et au-delà de la peur. On se met sur nos lits, on met les pieds par terre, le sol est froid. On se lève et on regarde. On a le regard trouble
et la vue qui est floue. On n'est pas encore sûr de ce qu'on va faire aujourd'hui. On a le regard trouble, la vue floue, et on a perdu l'équilibre. C'est un peu ça être dans la maison noire. C'est avoir le regard trouble, perdre l'équilibre et ne pas se sentir comme on le pense. C'est ne pas se sentir comme on le pense, c'est ne pas se sentir comme on le croit, c'est ne pas croire qui on est, ne pas croire la personne avec qui on est alors que cette personne était une personne de confiance. La maison noire transforme tout ce qu'on avait pu penser, toutes les personnes qu'on avait pu connaître en des personnes qu'on a oubliées, et toutes nos pensées sont transformées en des choses qu'on ne connaît plus. Dans la maison noire, on a l'impression qu'on connaît tout ce qu'on voit, alors que tout ce qu'on voit n'est qu'illusion. La nourriture qu'on nous apporte dans un plat, dans une assiette, qui a l'air chaude, est une nourriture pourrie qui a l'impression d'être froide. Elle a l'impression d'être froide ou elle a l'impression d'être chaude, cela dépend de ce qu'on t'apporte. Quand on t'apporte une salade, elle a l'impression d'être froide, alors qu'on t'apporte simplement des feuilles vertes qu'on a trouvées dans la forêt. La plupart du temps, les enfants pensent qu'ils ont une salade en face d'eux dans une assiette. Mais la plupart des enfants, quand on les regarde et qu'on ouvre la porte, sont en train de manger des feuilles d'ortie, les unes après les autres, de se piquer les lèvres, les parois buccales. Ils se piquent les parois buccales avec les feuilles d'ortie. Ils mangent tout de même parce qu'ils pensent que la vérité c'est une salade verte qu'ils ont reçue pour pouvoir manger. Lorsqu'ils mangent de la viande, c'est un simple gigot, un gigot d'animal qui a été retrouvé, éventré par la sorcière. C'est un gigot ou un gibier d'animal, sanglant, qui a été retrouvé par terre, éventré par la sorcière, qui a été apporté ensuite et transformé par l'illusion de ce qui pensait être réel, vrai ou faux. Il mange alors des feuilles d'ortie. Il mange alors de la terre, des feuilles d'ortie. Il mange des gigots bien saignants, ou alors des gibiers. Des gibiers, des gigots bien saignants, des feuilles d'ortie, ou alors encore des feuilles mortes qui ont été ramassées, des morceaux de cadavres, des bras, des doigts, ou encore des empreintes qui ont été laissées sur le sol, qu'ils lèchent désespérément en pensant avoir un goût en bouche, mais le seul goût qu'ils ont, c'est le goût de la poussière, de la terre. Ils ont l'impression de manger des choses vivantes, mais ils mangent des illusions, des choses mortes, et à force d'illusions, à force de manger des illusions, on a l'impression d'avoir la capacité d'avoir envie et de savoir qu'on peut rester ici. On a la capacité d'avoir l'envie et de savoir qu'on peut rester ici, qu'on est en sécurité avec la personne qu'on ne connaît pas. Et physiquement, on a l'impression de voir cette personne comme étant un ami, qui se transforme en un ennemi, se retourne contre nous. La maison noire retourne nos instincts, nos souvenirs et les personnes qu'on connaissait. Contre nous-mêmes et finalement, de notre plein gré, on se torture nous-mêmes, en mangeant des gigots bien saignants, des gibiers qui ont été trouvés dans la forêt, de temps en temps des lapins, des faisans ou alors des renards. On boit le sang qu'il y a au fond de l'assiette. On pense que c'est le reste de ce qu'on a mangé, mais c'est juste le sang d'un gibier et d'un gigot qui a été éventré, un renard, un lapin ou un lièvre qu'on a retrouvé dans la forêt, et que la sorcière a soigneusement rapporté de ses mains à l'intérieur de la maison. On est rentré à l'intérieur, mais on est sorti. Nous n'étions pas à l'intérieur de la maison, car les enfants meurent à l'intérieur de la maison, mais pas en dessous. Dans les canalisations en dessous, dans les sous-sols, les enfants ne meurent pas, ils sont enterrés. On passe par en dessous, on va dans la forêt, on craint le pire parce qu'on pourrait mourir, et la sorcière pourrait dessiner son visage devant nous, et nous apparaître et nous prendre par le cou, nous traîner jusqu'en haut par les escaliers, et nous prendre et nous enfermer dans une chambre. On se torturerait seul. On a peur, on a froid, on voit le nom des enfants écrit sur les côtés, sur les cavités, sur les murs. Le cri des enfants résonne au travers des cavités, et au travers des tuyaux qu'il y a sur les côtés. L'eau résonne aussi au travers des tuyaux qu'il y a sur les côtés. Ceux qui tremblent, il y a la pression de l'eau sur le côté. Ceux qui tremblent, il y a la pression de l'eau. La pression de l'eau froide et de l'eau chaude. Et ceux qui ne tremblent pas, qui restent rigides et neutres, lorsqu'on les casse, on peut entendre les cris des enfants, ce qu'ils font et comment ils se parlent. On peut des fois en entendre agoniser. Mais on continue notre route, on a trop peur pour pouvoir s'arrêter. On continue, on atterrit dans la forêt. Par le dessous des racines, on réapparaît sur le sol. On se traîne à quatre pattes sur le sol et on avance. Comme si on était désespérément enfermé dans la forêt. On se traîne à quatre pattes. On avance et on espère qu'un jour quelqu'un viendra nous chercher. On entend des sirènes de police, mais au bout du compte, on court et après 2-3 kilomètres, on a l'impression d'avoir vu quelque chose,
qui n'est pas en fait ce qu'on pense. Ce n'est pas la police, ce n'est pas des sirènes, ce n'est pas des lumières, c'est juste l'autre côté. Parfois, de temps en temps, on pense être plus rusé, on pense être plus perfide, plus intelligent et plus rapide que la sorcière. On pense même être plus rapide, plus perfide et plus intelligent, plus sournois, plus rusé que la forêt elle-même. Mais on n'est pas plus sournois, plus perfide ou plus rusé, plus intelligent et plus rapide que la forêt et la sorcière. On traîne nos pattes dans notre propre cauchemar. Dans notre propre cauchemar, on traîne nos pattes, nos jambes. On est assis là, au milieu d'une chambre. On regarde par la forêt, par la fenêtre, et on regarde par la forêt à l'intérieur, entre deux troncs d'arbres, entre deux branches. Entre deux branches qui se croisent, entre deux troncs d'arbres, on regarde par la forêt. On regarde les arbres dont on a l'impression qu'ils ont été dessinés au crayon blanc sur une page noire. On regarde les arbres dont on a l'impression qu'ils ont été dessinés au crayon blanc sur une page noire, qu'ils ont été noircis au fusain, qu'ils ont été collés sur la forêt et qui depuis vivent indépendamment dans la forêt. On a l'impression de tout ça, qu'ils vivent indépendamment dans la forêt, mais c'est juste un dessin, celui qu'on a en face de nous, dans notre chambre, celui qu'on dessine tous les jours en se répétant, en pensant qu'on fait autre chose. Mais on dessine les arbres. On dessine les arbres, on les noircit avec un fusain, et ils apparaissent devant nous comme s'ils vivaient indépendamment dans la forêt. Mais c'est juste un dessin, avec un fusain noir, avec une page noire, avec un cahier et un crayon blanc sur le côté. On dessine tous les jours ces arbres, et le visage, on pense que c'est quelque chose qu'on a inventé, mais c'est une réalité, c'est la sorcière qui est là. C'est la sorcière qui est là, qui revient tous les jours avec quelque chose qui a été saigné. Tous les jours, elle revient avec quelqu'un ou quelque chose qui a été saigné. Que ce soit un gibier, que ce soit un gigot, comme par exemple un lapin, un lièvre, une biche ou encore un cerf qui a été saigné. Un gigot ou un gibier, plein de sang, elle revient tous les jours. Elle dépose ça dans une assiette. Elle fait traîner le sang sur le côté. Elle draine le sang avec une gouttière. Avec une gouttière en métal, elle draine le sang. Elle les met dans les assiettes. Et les gibiers, les gigots qu'elle a été saignée dans la forêt. Elle laisse faire la forêt, elle laisse faire son travail. Elle a été saignée les gigots et les gibiers. Elle en met une partie qu'elle coupe avec ses lames de rasoir. Ses couteaux, ses haches, ses lames, ses hachettes qu'elle a sur le côté. Elle a des hachettes, des couteaux de cuisine et des haches qui sont retenues sur le côté. Sur le côté, sur une étagère, sont retenues des haches, des hachettes et des couteaux. Elle coupe des morceaux de ce gibier qu'elle a été récupéré dans la forêt et qu'elle a fait saigner. Elle a fait saigner un gibier qu'elle a été récupéré dans la forêt. Elle le fait saigner, elle le traîne sur le côté, avec le gigot et le gibier qui a été tranché et qui a été saigné. Elle fait couler le sang dans une petite rigole en métal qu'elle a fabriquée elle-même avec ses mains. Avec ses mains crochues et ardues, elle a fabriqué une rigole. Elle fait saigner le sang, et les gigots et les gibiers, de lièvres, de lapins, de cerfs, de biches, ou encore de n'importe quel autre animal de la forêt. Elle fait saigner le sang, elle les fait saigner, et les gigots et les gibiers sont récupérés. Elle nous les apporte, elle nous les met dans des assiettes. Le sang est saigné et est apporté, coule dans nos assiettes, et on mange en pensant manger de la viande fraîche qui a été traitée. Mais ce n'est que des gibiers qui ont été trouvés dans la forêt, récupérés par la sorcière et qui nous ont été apportés. On est là, à se bercer d'illusions. On se berce d'illusions. On traîne nos pattes et nos jambes, on marche dans notre propre cauchemar. Et ce sont nos souvenirs qui nous hantent. Alex, je pensais que c'était une personne que je ne connaissais pas. Alors c'est devenu une personne que j'ai finalement connue. Dans mon propre cauchemar, j'ai pensé ne pas connaître quelqu'un. C'est devenu une personne que je connaissais. Dans mon propre cauchemar, je me berçais d'illusions. Je ne pensais ne pas connaître Alex. Finalement, je l'ai connu. Grâce à la sorcière. Grâce à la sorcière, c'est le seul point positif que je peux regarder. C'est que j'ai connu Alex parce que je pensais ne pas le connaître. Je me berce d'illusions, je marche dans mon propre cauchemar. Dans la maison noire, les métaphores de la viande qui a été saignée se transforment en une viande fraîche que je pense manger. Mais ce ne sont que des cadavres d'animaux qui ont été saignés dans la forêt. La sorcière nous les apporte, on mange et on se berce d'illusions. Alex me protège et moi je regarde par la fenêtre.
Je m'assieds tous les jours et je dessine les arbres que je pense finalement être réels. Je les regarde et j'entends cette musique. Cette petite musique, tout autour de moi, je vois des fantômes. Tout autour de moi, je vois des esprits, ce que je pense être des fantômes. Des enfants en moi, des enfants morts, et moi. Des enfants morts et moi, je regarde et je me berce d'illusions. Je regarde les enfants morts et je percute alors un instant. Un instant, quand Alex dort, je percute alors que je sais, maintenant, comment arrêter la sorcière. La sorcière nous avait conduits quand on était dans la maison noire. Quand on était dans la maison noire et dans le château, la sorcière nous avait conduits jusqu'à un mur rempli de photos, de photographies d'enfants, de peintures de grandes personnes qui sont venues, qui se sont traînées dans leurs propres cauchemars, qui se sont bercés d'illusions. Si on les détruit, on détruira la blacklist et la sorcière en même temps. J'ai alors percuté ça et je l'ai expliqué à Alex. Il s'est retourné et on est retourné dans le couloir. On s'est assis par terre et on s'est armé. On s'est armé de couteaux, de lances et de hachettes. On a attendu devant les tableaux. Essayez une fois d'imaginer, une seule fois. Essayez une seule fois d'imaginer, vous les gens qui vivent en ville, qui n'ont pas croisé le chemin de la sorcière, qui n'ont pas croisé le chemin de la maison noire, qui ont peut-être potentiellement perdu leur enfant. Essayez, vous les gens qui vivent en ville, d'imaginer ce que ça fait. Nous, avec une hachette en main, un couteau sur le côté, un livre et une petite fille qui nous a montré ses veines ouvertes. On a vécu tout ça. On était dans la forêt. On était dans la forêt, sur le chemin de la maison, à l'intérieur de la maison noire et dans les sous-sols. On a trouvé un cimetière d'enfants. On a vu une fille morte. On a fait réapparaître au travers d'un livre un boogeyman. On a fait réapparaître au travers d'un livre un boogeyman. On a vu cette fille morte. On a vu des femmes qui se traînaient sur le sol, qui venaient prendre notre sang, des infirmières qui se sont suicidées devant nous, des yeux qui ont pourri, et des personnes, des infirmes, qui se sont tuées. Tout ça, on l'a vu. On a vu ça, on l'a vécu. Mais finalement, c'est seulement aujourd'hui, après 2 ans passés dans une maison noire, qu'on a compris qu'on se berçait d'illusions. On se berçait d'illusions, et on a finalement compris que cette jeune fille qui s'est tuée, c'était la jeune sœur de Alex, qui est morte exactement au même moment que lui. Elle est morte exactement au même moment que lui. Quant à lui, il a survécu à l'accident de voiture. J'ai compris alors que l'infirme qui s'est tuée représentait le soir où ma mère est morte d'une overdose après avoir bu. Après avoir bu 1 bouteille, 2 bouteilles et 3 bouteilles de vodka, de tequila, d'alcool fort, de vin, ma mère est morte d'une overdose. C'était alors une métaphore horrible sous nos yeux, d'un homme, un infirme, qui a bu l'entièreté du produit qu'il avait dans les veines. Il a bu l'entièreté du produit qu'il avait dans les veines. Métaphore horrible de l'overdose de ma mère. Cette overdose qu'a vécue ma mère, un soir de septembre ou d'octobre, presque à Halloween, un soir de septembre ou d'octobre, quand j'ai vu ma mère allongée sur le sol, j'ai pensé qu'elle jouait. J'étais encore jeune, j'avais 3 ans, mais elle était morte. Elle puait l'alcool, elle puait la mort. Elle puait la mort, l'alcool, elle se désintégrait sous mes yeux, et moi je jouais avec sa main. J'étais innocent, je ne savais même pas qu'elle était morte. La sœur de Alex, elle est morte, exactement devant ses yeux, sous la voiture, assis à l'avant. Sa sœur est morte, exactement devant ses yeux. Alex était assis à l'arrière sur la banquette froide, et imaginez un peu ce que ça fait, de voir le cadavre de sa sœur suspendu à un siège pour enfants, accroché au siège de la voiture qui est sur le toit. Sur le côté, on entend les voitures de police arriver. On sent le sol trembler et la voiture qui est prête à bouger, à tomber sur le côté. Mais on sent qu'elle est en équilibre avec les corps qui sont accrochés sur les sièges. On a le corps de notre mère, allongé sur le devant de la voiture, avec la tête au travers du pare-brise. Dehors il pleut. Les agents de sécurité, la police et les pompiers, les ambulances arrivent, essayent de sauver des personnes déjà mortes. Tout a l'air déjà perdu. Et toi t'es à l'arrière. Tu vois ta mère, allongée par terre sur le sol.
sur le sol humide, elle saigne de la bouche, son bras est fracturé, son bras est cassé, et ta sœur est juste devant, suspendue par son siège, et commence à s'éteindre peu à peu, elle ferme les yeux devant toi. Et toi t'es innocent, et tu penses que tu es en sécurité. Les personnes te sortent de là, et finalement tu as peur de ceux qui viennent te secourir. Tu as peur de ceux qui viennent te secourir. Et moi, j'avais vu ma mère en pleine overdose, morte, allongée par terre. J'étais innocent et je jouais avec sa main. Elle puait la mort, le pourri. Elle puait le papier sec, le pourri, la mort. Et peut-être même les matières fécales, la terre, ou encore même l'humidité. Elle puait l'humidité, les matières fécales, la terre, et encore même le papier sec. Celui qu'on récupère par terre lorsqu'on voit les rues qui sont désertes. Celui qu'on récupère par terre lorsque les rues sont désertes après une manifestation. Ce papier-là. Elle pue ce papier-là qui sent l'humidité, qui sent l'intérieur des égouts. Elle était par terre et moi je jouais avec son bras. Imaginez de voir ça tous les jours, sous des métaphores horribles, comme un homme qui abuse sa perfusion devant toi. Et toi tu penses que c'est la vérité. Mais c'est faussement vrai, ce n'est qu'une métaphore de ton passé. Imaginez voir une fille qui se scarifie, qui dit des mots que tu ne comprends pas, que tu ne perçois pas, dont tu n'arrives pas à... Imaginez voir une fille dire des choses devant toi, une jeune fille, avec les poignets scarifiés, qui dit des mots dont tu n'arrives pas à percevoir le sens, à savoir ce qu'ils veulent dire, et à trouver une logique plausible. Tu n'arrives pas à trouver une logique plausible, mais tu cherches quand même, et tu remarques que c'est une métaphore de ta sœur qui est morte devant toi, car elle a exactement le même visage. On s'est levé, j'ai pris la machette dans ma main. J'ai détruit le visage de cet homme sur la peinture et sur la toile qui avait été encadrée et accrochée au mur. À côté, Alex, qui est finalement devenu mon frère de sang, mon frère de compagnie, a détruit le visage de cette fille qui a disparu. La maison noire est devenue vide quand il a détruit le visage de cette femme. On a détruit le visage de la dernière femme qui était accrochée au mur. Au mur, il y avait une dernière femme qui avait été peinte. Elle avait été peinte sur un tableau noir, entièrement noir. Son visage était dans l'ombre et elle avait l'impression d'être dessinée par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que son visage se dessinait devant nous et changeait à chaque fois. Le cadre n'avait pas encore été trouvé. On a trouvé la peinture, on a pris nos arbres. On a pris nos armes et on a pris les arbres dehors. On a pris les arbres dehors qu'on a rentrés à l'intérieur. On a regardé tous les symboles qu'il y avait dessus, on les a brûlés les uns après les autres. Les arbres ont brûlé la maison. On est sorti, on a regardé la maison brûlée. On avait détruit toutes les toiles, et les personnes qui avaient été prisonniers de la blacklist ont disparu. On a regardé la maison brûlée. On a entendu l'ambulance arriver derrière nous quand on a senti le sol trembler. Les policiers nous ont pris, nous ont mis une couverture chauffante, nous ont éloignés de la maison qui brûlait, et les pompiers sont rentrés à l'intérieur. Ils ont vu des toiles déchiquetées et des armes qui étaient en train de fondre. Par terre, il y avait des arbres à l'intérieur qui bloquaient le passage, mais ils sont rentrés à l'intérieur quand même, pour voir s'il restait pour voir s'il restait des gens ou des personnes à sauver. Ils sont rentrés. On leur avait dit pourtant qu'il n'y avait plus personne à sauver, que tout le monde était mort et que cette maison n'était qu'une illusion, qu'elle allait disparaître dans les flammes. On se berçait d'illusions depuis le début, ce n'était que des métaphores de notre passé qui nous avaient rejoints de manière horrible et qui nous terrifiaient. Cette maison avait été détruite par les flammes. Les pompiers qui étaient rentrés à l'intérieur étaient ressortis, car ils se berçaient d'illusions de pouvoir sauver quelqu'un qui était déjà sorti, Alex et moi. Finalement, on a regardé la maison brûler. Les pompiers nous ont mis dans l'ambulance et nous ont passé au-dessus des épaules une couverture chauffante. J'étais sur le côté avec Alex. Il nous a passé une couverture chauffante. Le pompier nous a passé une couverture chauffante. Juste au-dessus, on l'a regardé, on l'a remercié. On lui a fait un signe de la tête. Il a souri et il est parti. Alex s'est mis contre moi, a passé sa main sur ma côte, m'a rapproché de lui, a posé ses lèvres contre les miennes, et un policier nous a regardés. Il a souri et nous a fait un geste de la tête. On s'est mis sur la banquette arrière d'une voiture de police. La voiture de police et l'homme nous ont regardés, nous ont fait un geste de la tête, nous ont demandé si ça allait, et nous sommes partis pour l'orphelinat. L'orphelinat avait brûlé en même temps que la maison. On nous a trouvé une famille d'accueil,
En attendant, nous sommes allés chez des personnes que nous ne connaissions pas. Elles étaient plutôt sympathiques et nous ont accueillis. Elles nous ont montré notre chambre sur laquelle il y avait un lit, un deuxième lit et des vêtements qui étaient pliés. Juste en face, il y avait une fenêtre et un grand jardin uni avec un seul arbre. Le soir même, j'ai vu Alex me regarder. Il avait mis son t-shirt blanc et son sweat à capuche noire. Moi, j'avais reçu un jeans noir, un t-shirt blanc. Alex avait reçu un jeans simple. Moi, j'avais mis mon jeans, mon t-shirt blanc et un sweat à capuche comme lui, bleu foncé, bleu marine, bleu très noir. Ce soir-là, on s'est assis, on a lu un livre que la femme nous a apporté. Notre femme qui était la maître de maison. C'était la maître de maison et cette femme, dont on ne connaissait pas le nom, est arrivée. Elle nous a apporté un livre, on l'a lu ensemble. À l'intérieur s'est retrouvée la blacklist, on pensait l'avoir brûlée. Et c'est alors qu'on a regardé par la fenêtre. Et par la fenêtre, il y avait la sorcière, en bas. Son visage est réapparu. Et une nouvelle fois, on avait peur. On s'est mis contre le mur et on pensait avoir détruit la sorcière. Mais seulement, la musique est réapparue quand on s'est endormi. On a su alors que c'était le début de quelque chose. Quand son visage est réapparu, qu'on a réentendu la mélodie, on avait pensé la tuer, mais ce n'était que le début de quelque chose. Elle nous avait suivis jusqu'à notre maison d'accueil, et la femme qu'on ne connaissait pas ne s'attendait pas à ce que quelque chose nous ait poursuivis. Cette femme était très accueillante, mais nous ne savons pas encore son nom. On a estimé plein de choses durant la nuit. Durant la nuit, on a estimé plein de choses. La musique est réapparue plusieurs fois au cours des 3 heures. Au cours des 3 heures qui suivent, la musique est réapparue plusieurs fois. À chaque fois que 5 minutes avant, la femme ne rentre dans notre chambre. On avait pensé alors que cette femme, c'était peut-être elle, la sorcière. Mais c'était une femme sympathique qui nous avait accueillis dans son foyer. Cette femme sympathique nous avait accueillis dans son foyer. Ce ne pouvait pas être elle, mais on avait estimé que lorsqu'elle rentrait 5 minutes avant, et que les demi-heures d'après, durant 3 heures, toutes les 3 heures, la musique réapparaissait. On avait pensé que c'était elle la sorcière, depuis le début, qu'il fallait brûler les maisons d'accueil pour ne jamais être accueilli quelque part. La musique est apparue après qu'elle soit rentrée 5 minutes avant, une demi-heure après, et tous les 3 heures elle réapparaissait.